Dans quelle mesure la raison peut-elle démontrer la vérité? Ou plutôt, pourquoi Newton n'a-t-il pas démontré la gravité? Ces deux intitulés peuvent s'avérer être similaires à l'oreille, et c'est pour une bonne raison. En effet, ce n'est pas seulement parce qu'ils riment, mais c'est aussi parce qu'ils sont intimement liés. Premièrement, Newton renvoie justement à un concept du premier intitulé qui est la raison, car Newton apparaît être une personne rationnelle. Il apparaît être le scientifique raisonnable, qui a établi l'une des plus grandes théories de l'univers, celle de la gravité, une théorie qui est largement admise. C'est pourquoi, justement, la gravité semble apparaître être comme la vérité, dans la mesure où c'est une loi qui est admise par la plupart des scientifiques et qui n'est pas grandement, voire absolument pas, remise en question. Cependant, il convient avant tout de définir les termes du premier sujet pour comprendre pourquoi il est lié au deuxième sujet et surtout pour répondre à ces deux questions. Dans quelle mesure est-ce que la raison peut-elle démontrer la vérité et pourquoi Newton n'a-t-il pas, quant à lui, démontré la gravité? Alors, premier terme du sujet que l'on va définir, c'est la raison. La raison, c'est le logos en grec, c'est la logique. Qu'est-ce que la logique, vous me direz? Eh bien, la logique, c'est, selon le Larousse, l'étude scientifique des normes de la vérité, ou encore la science du raisonnement. Donc on voit que c'est une science, une matière, une discipline d'étude. Selon le CNRTL, c'est une science relative au processus de la pensée rationnelle. Alors, à travers ces trois définitions, on reconnaît plusieurs concepts, avec en premier lieu la science. La logique, et donc la raison, le logos, semble être une science, dans la mesure où c'est, selon le CNRTL encore une fois, la science est une somme de connaissances détenue par une personne, ou peut-être aussi une somme de connaissances indépendamment de la personne qui la détient. Mais donc, cette science, au-delà d'être une somme de connaissances, selon le CNRTL, encore une fois, c'est la recherche de cette somme de connaissances. Qu'une personne détienne la science ou ne la détienne pas, l'étude en tant que telle qu'est une science recherche une somme de connaissances particulière. Ainsi, il convient de se demander quel est le domaine d'étude de la science qu'est la logique. Eh bien c'est simple, c'est le processus de la pensée rationnelle. Qu'est-ce que la pensée rationnelle d'une part, et qu'est-ce que le processus de la pensée rationnelle d'autre part? D'une part, la pensée rationnelle, c'est une faculté, une des nombreuses passions de l'homme. De nombreux philosophes se sont esquintés, se sont essayés à définir et à placer dans le monde physique ces différentes passions de l'homme. Et je vous propose donc deux visions de la passion qu'est la pensée, l'esprit, ou on pourrait même la résumer au logos. D'une part, Socrate et Platon, donc Socrate à travers les écrits de Platon, nous parle de trois grandes passions de l'homme. Le logos, donc vous l'aurez compris, c'est la faculté de l'esprit, de la pensée, qu'il place dans la tête. Le thymos, qui renvoie à la passion de l'ego, du sentiment de soi, et qu'il place dans le thorax, dans le torse de l'être humain. Et enfin, l'épithumia. L'épithumia qui renvoie aux désirs, presque les désirs primaires, les désirs nécessaires, naturels de l'homme presque, mais qui englobe aussi les désirs non naturels de l'homme. Ces principaux désirs sont la faim et la soif, selon Socrate. C'est d'ailleurs pour ça qu'il les place dans l'estomac. On notera d'ailleurs qu'il y a une bonne analogie dans le placement des passions de Socrate avec les différents chakras, même si c'est 3 et 7. Les 3 passions de Socrate renvoient à 3 des 7 chakras dans les traditions bouddhistes et hindouistes. Descartes, lui, décompose la passion de l'esprit et la passion de la pensée de façon beaucoup plus binaire, puisqu'il l'oppose au corps. On pourrait même considérer que selon Descartes, le logos, même si Descartes ne parle pas de logos, serait hors du monde matériel qui serait quant à lui lié au corps dans la pensée de Descartes. Après avoir défini maintenant et donné un peu une vision de ce qu'était la pensée rationnelle, ou l'esprit selon plusieurs philosophes, il convient de se pencher sur ce qu'est le processus de la pensée rationnelle. Le processus de la pensée rationnelle, c'est la mise en œuvre de l'esprit, de la raison ou encore de la pensée. Et l'un des premiers philosophes qui théorise de façon détaillée le processus de mise en œuvre de l'esprit, c'est Aristote, dans l'Organon et notamment dans les premiers analytiques, avec un concept clé dans cette vidéo qui est le concept du syllogisme. Le syllogisme, ça vient de 2 mots en grec, si et logos. Si veut dire ensemble et logos, comme on l'a vu, veut dire logique. Donc un syllogisme, ça semblerait être
un ensemble logique tel qu'on l'entend. Cependant, c'est beaucoup plus en réalité une logique d'ensemble. Donc nous laissons ici la définition du processus de la pensée rationnelle en ne la liant qu'au concept de syllogisme qu'on définira plus tard. Passons à présent à la définition du concept de vérité. Alors la vérité, selon le CNRTL, encore une fois, c'est la connaissance conforme à ce qui existe. Ou encore la correspondance entre une opinion, une proposition, une supposition, et la réalité à laquelle cette proposition, opinion, supposition se réfère. La vérité vient aussi du latin veritas. Néanmoins, la vérité est décomposée en deux grandes conceptions que l'on retrouve non pas chez les Romains et les Latins, mais bien évidemment chez les Grecs. En effet, les deux facettes de la vérité sont la vérité relative et la vérité absolue. Pourquoi ? Parce que la vérité relative, en tant qu'elle existe, compose une vérité plus grande qu'est la vérité absolue. En tout cas, ça c'est le postulat de Platon qui croit en une vérité absolue, idéale, qui existe indépendamment et qui existe même grâce à l'addition et la superposition de l'ensemble des vérités relatives. L'école des sophistes, quant à eux, croit en un relativisme absolu, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas qu'il y a une vérité absolue, mais ils considèrent que toute vérité est relative, c'est-à-dire que la vérité n'existe que relativement à une situation particulière, à un référentiel particulier. Retenez bien ce mot référentiel parce qu'on va beaucoup l'utiliser. La vérité absolue selon Platon serait quant à elle donc une vérité qui existe idéalement de façon absolue dans un référentiel universel. Tandis que pour les sophistes, pour parler de référentiel, leur vérité serait relative à un référentiel particulier. Le terme référentiel sera dans cette vidéo défini ou entendu comme une situation. Une situation dans laquelle on prend en compte un événement, en l'occurrence on va voir que ces événements vont souvent être des règles. Le syllogisme étant pour Aristote la méthode de la démonstration de l'application d'une règle à un référentiel, nous allons donc quant à nous faire la démonstration de l'application de la raison à la vérité. C'est-à-dire que nous allons analyser dans quelle mesure la raison peut ou ne peut pas atteindre une certaine vérité relative comme absolue. Justement, le syllogisme, c'est le raisonnement logique. C'est, selon sa définition, le raisonnement logique qui, sans supposition étrangère sous-entendue, lie des prémices à une conclusion. Donc, il est composé de 3 étapes, comme vous l'avez peut-être compris. La prémisse qu'on pourrait maladroitement résumer à une règle. Cependant, ce n'est pas seulement une règle, parce que la prémisse, elle a une deuxième composante, autre que la règle, ou le principe, c'est le référentiel d'application de cette règle ou de ce principe. Donc dans une prémisse, la première composante s'applique essentiellement à la deuxième, afin que l'on puisse mener un raisonnement logique sans supposition étrangère sous-entendue. Alors la deuxième étape du syllogisme, c'est la mineure. Et dans cette étape, on ne recherche pas l'application de la règle à un référentiel particulier, mais on recherche plutôt à vérifier l'intégration du référentiel de la mineure dans celui de la majeure. Et c'est par l'intégration du deuxième référentiel à celui du premier qu'on va pouvoir déduire l'application de la règle à ce dernier. Il est par ailleurs possible que ce référentiel d'application que l'on voit dans la mineure soit juste un référentiel d'application plus particulier que celui qu'on voit dans la prémisse. C'est d'ailleurs pour ça que ce qui s'applique au plus large s'applique au plus étroit. Et la conclusion, troisième étape du syllogisme, qui contient quant à elle donc la règle et le principe, qui est toujours le même qui est réutilisé puisqu'on essaye de démontrer son application. Et dans cette conclusion, le référentiel d'application particulier, justement, va être vérifié dans la mesure où on va savoir si la règle s'y applique ou si les conditions du principe sont réunies pour qu'il s'applique, ou pour qu'il ne s'applique pas d'ailleurs. Ainsi, c'est la méthode de démonstration qu'a théorisé Aristote. C'est un mécanisme à travers lequel l'être humain met naturellement en œuvre sa raison, sans même s'en rendre compte. C'est à travers ce mécanisme qu'il déduit des vérités relatives. Et justement, nous allons voir à quel point peut-il démontrer des vérités relatives à travers ce mécanisme. La définition des termes du sujet ayant été terminée, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Alors, décortiquons ce concept qu'est le syllogisme, pour mieux le comprendre et pour mieux connaître son potentiel. Quel potentiel ? Le potentiel qu'a ce mécanisme pour découvrir des vérités. Mécanisme fondé, bien évidemment, vous l'aurez entendu, sur la raison. Donc on va voir en fait concrètement dans quelle mesure la raison
à travers ce mécanisme syllogistique développé par Aristote, peut-elle atteindre la vérité, ou les vérités. Donc on l'a dit, les différentes étapes du syllogisme se décomposent en plusieurs composantes qui sont souvent des règles et des référentiels auxquels s'appliquent ou non ces règles. Le tout dans le syllogisme est d'ailleurs de démontrer l'application de la règle qu'il y a dans la prémisse, qui contient déjà un référentiel d'application connu, à d'autres référentiels d'application afin de peut-être mesurer l'application de ces règles, mais au-delà de ça, de démontrer une vérité, c'est-à-dire l'application de cette règle. Alors, deux types de règles existent, selon Aristote, dans les premiers analytiques. Les règles affirmatives, donc le premier exemple, c'est tous les hommes sont mortels. Elles sont affirmatives car elles affirment que tous les hommes sont mortels. Et une deuxième type de règles, les règles négatives, avec comme exemple aucun homme n'est immortel. Ces deux exemples de prémices sont vrais dans la mesure où ce sont des affirmations véridiques, enfin jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire. Cependant, la première est affirmative et la deuxième est négative. Plus intéressant, on a deux types de référentiels, voire un troisième. Donc le référentiel universel, qui englobe l'universalité, le tout, c'est un référentiel dans lequel la règle s'applique universellement, dans l'ensemble des cas, et l'exemple est « tous les hommes de l'univers sont mortels ». Ici, on pourrait mettre « tous les hommes sont mortels », ça marcherait, mais « tous les hommes de l'univers » englobe un référentiel encore plus grand, parce que certains pourraient considérer que l'homme n'est commun qu'à la planète Terre, et donc ce serait un référentiel qui s'avérerait n'être que terrestre. Or là, on recherche vraiment un référentiel universel, donc « tous les hommes de l'univers sont mortels ». L'autre type de référentiel, c'est le référentiel particulier. Donc là, on va plus considérer l'ensemble d'une catégorie à l'ensemble de l'univers, mais on pourrait dire tout simplement Socrate est mortel. Socrate est une catégorie particulière d'hommes dans l'univers, et donc c'est pour ça que ce référentiel auquel s'applique la règle, la mortalité en l'occurrence, dans tous ces exemples, la règle c'est la mortalité. Le référentiel varie selon les cas, comme on vient de le montrer. Par ailleurs, et là on va complexifier un peu plus pour comprendre qu'il y a 4 combinaisons de prémices possibles avec ces deux types de règles et ces deux types de référentiels. On a en premier lieu des prémices qui contiennent une règle affirmative qui s'applique à un référentiel universel. Tous les hommes de l'univers sont mortels. Tous les hommes de l'univers incluent un référentiel universel, et le fait que ce soit affirmatif, vous l'aurez compris, induit une phrase affirmative. Deuxième combinaison possible de prémices en vertu de ces critères, la prémisse qui contient un principe affirmatif qui s'applique à un référentiel particulier. Et l'exemple ici est simple, Socrate est mortel. Le référentiel particulier est Socrate. La règle, la mortalité, s'applique de façon affirmative à lui et à lui seul. La troisième type de prémisse est la négation universelle. Et celle-ci, on l'a déjà nommée dans les premiers exemples, aucun homme n'est immortel. Bon, je ne vous refais pas la démonstration, je pense que vous aurez compris, là n'est pas l'essentiel de la vidéo. Néanmoins, il convient de revenir sur le quatrième et dernier type de prémisse, qui est la négation particulière. Donc pour ce cas de prémisse, l'exemple est ici, au moins un homme est immortel. On remarque par ailleurs que, contrairement à l'affirmation universelle, ce dernier type de prémisse est logique, mais est bien évidemment fausse, puisqu'il n'y a pas au moins un homme qui est immortel. Donc à partir d'une prémisse qui contient un principe et un référentiel d'application, le raisonnement syllogistique démontre l'application d'un principe à un autre référentiel. Dès lors, il y a deux possibilités dans l'articulation des différents référentiels au sein d'un syllogisme. On a remarqué qu'il y avait tout le temps la même règle qui s'appliquait au cours des différentes étapes du syllogisme. Néanmoins, on a remarqué que le référentiel différait un petit peu. Le référentiel d'application de la règle dans la mineure et dans la conclusion diffère de celui qui est utilisé dans la prémisse et dans la majeure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tout le temps deux possibilités quand on veut essayer de démontrer un principe qui s'applique déjà à un référentiel. C'est que le référentiel de la mineure est forcément le même, ou alors il est forcément plus particulier que le référentiel employé dans la majeure. Donc ça fait référence justement à la maxime latine « qui peut le plus, peut le moins », celui qui est capable du plus, l'est du moins. C'est par ailleurs similaire à l'application plus particulière des normes générales en droit. Comme dans la pyramide de Kelsen, la règle s'applique de façon égale ou plus particulière. On analyse donc ses applications inférieures ou égales.
Ainsi, on comprend que le référentiel de la prémisse, il est soit universel, soit particulier, alors que le référentiel de la mineure, il ne peut être qu'universel que si le référentiel de la prémisse est universel. Sinon, il est forcément particulier, et d'ailleurs, dans la plupart des cas, on va essayer de vérifier avec des syllogismes. En tout cas, l'homme essaye encore aujourd'hui de vérifier avec des syllogismes des prémisses et des règles universelles à des mineurs et à des applications de la règle beaucoup plus particulières. Ainsi, si le principe s'applique bien au référentiel de la mineure, l'application du principe à un autre plus particulier ou à un même référentiel est démontrée. Ainsi, l'application du principe est dans un sens vrai, et donc la vérité, comme on l'a dit, ce qui est vrai, ce qui est la réalité, ce qui est démontré, la vérité de l'application du principe est démontrée. C'est dans cette mesure que la raison, à travers le syllogisme, c'est-à-dire le processus de mise en œuvre de l'esprit, peut démontrer la vérité. Cependant, il convient à présent de se demander dans quelle mesure la raison peut-elle démontrer la vérité à travers ce processus, ce mécanisme qu'est le syllogisme. Pour évaluer dans quelle mesure la démonstration syllogistique et donc la raison permet de démontrer la vérité, il faut regarder quelles sont les deux limites de la démonstration syllogistique. Donc les deux limites de la démonstration syllogistique sont la particularité du référentiel utilisé et l'inexactitude de la règle énoncée dans la prémisse. Donc pour ce faire, il convient d'examiner successivement ces deux limites à la démonstration syllogistique, en commençant par la première, la particularité du référentiel. En effet, si la prémisse d'un syllogisme contient une règle d'application particulière, la vérité démontrée par ce syllogisme, c'est-à-dire la vérité de l'application du principe au référentiel de la mineure, sera une vérité relative. Relative à quoi? Relative au référentiel particulier de la majeure comme de la mineure, au référentiel particulier avec un S qui sont employés durant ce syllogisme. Car en effet, même si la démonstration s'avère relativement vraie, elle peut être fausse dans un référentiel moins particulier, plus large ou même dans un référentiel universel. Prenons un exemple avec la loi de la gravité de Newton, et suivons cet exemple au cours de la vidéo, car c'est un exemple particulièrement pertinent, car la gravité est une loi d'application universelle qui apparaît être véritable, en tant qu'elle est largement admise par la communauté scientifique. En prémisse de ce syllogisme, on peut prendre une règle simple. Sur la Terre, donc dans un référentiel particulier, le référentiel terrestre, sur la Terre, tous les objets tombent. Donc c'est une prémisse particulière et affirmative. Dans la mineure, on va rechercher un élément plus particulier du référentiel plus particulier de la majeure. C'est-à-dire que parmi les deux référentiels de la majeure, la Terre et les corps, on va regarder un élément plus particulier parmi les corps. Et donc la pomme est l'un des éléments qui fait partie de l'ensemble des corps. En conclusion, nous pouvons affirmer que sur la planète Terre, les pommes tombent. Donc ce syllogisme, avec un référentiel particulier, le référentiel terrestre, qui est le même dans la prémisse et dans la mineure, démontre une vérité relative à un référentiel particulier. La vérité est que les pommes tombent, et ce référentiel particulier est, comme on l'a dit maintes et maintes fois, la Terre. Or, cette vérité relative n'est pas absolue, car on sait grâce à Newton que les pommes ne tombent pas partout. Dès lors, la vérité relative au référentiel terrestre démontrée par ce syllogisme est en contradiction avec une vérité universelle, car dans l'espace, les pommes ne tombent pas. Ainsi, la règle « les pommes tombent » ne s'applique pas à un référentiel universel, car les pommes ne tombent pas dans l'espace. En conclusion, nous pouvons affirmer qu'avec un référentiel particulier en prémisse, il n'y a pas de vérités absolues qui peuvent être démontrées, seulement des vérités relatives. Cependant, il convient de noter que ces vérités relatives peuvent participer à la construction d'une vérité absolue plus grande et universelle. Néanmoins, ces vérités relatives peuvent et sont souvent en contradiction avec une vérité plus large ou même avec une vérité universelle. La deuxième limite à la démonstration syllogistique, dans sa quête d'atteinte de la vérité absolue, c'est l'inexactitude de la règle énoncée dans la prémisse. En effet, si la règle énoncée dans la prémisse est fausse ou inexacte, la prémisse dans son ensemble est fausse ou inexacte. Et donc, la démonstration n'est pas seulement fausse, mais la démonstration n'est pas. Car pour démontrer avec le syllogisme, on se fonde sur un principe, sauf que si ce principe n'est pas, la démonstration ne peut pas être. Pour illustrer mon propos, je vais prendre le même exemple, celui de la loi de la gravité, théorisée, découverte ou énoncée par Isaac Newton. Donc on va prendre cette fois-ci une prémisse universelle,
pour montrer que le problème ne vient pas seulement du référentiel, mais aussi de l'inexactitude de la règle énoncée dans la prémisse. Donc on va prendre une prémisse volontairement inexacte, bien qu'elle dispose d'un référentiel universel. C'est-à-dire que la règle énoncée dans cette prémisse, bien que fausse, s'applique à l'univers tout entier. L'inexactitude de la prémisse met en péril la démonstration opérée par ce syllogisme, et en conséquence ne démontre pas la vérité, ou en tout cas démontre un principe qui est faux ou du moins inexact. Mais alors, la question qui se pose pour arriver à tracer les limites de la démonstration syllogistique, c'est comment s'assurer qu'une prémisse est exacte, ou plutôt, pourquoi Newton n'a pas démontré la gravité. On peut catégoriser les prémisses d'une autre façon que les prémisses affirmatives ou négatives, ou encore que les prémisses à référentiel universel, particulier ou encore indéfini. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est parce que c'est moins intéressant. C'est une classification que j'ai faite de moi-même, qui sont des prémisses dites naturelles ou des prémisses dites sociales. Les prémisses naturelles correspondent aux règles qui sont découvertes par les sciences dures, tandis que les prémisses sociales correspondent aux règles qui sont théorisées par l'homme, dans son espace social. Néanmoins, il convient de noter que toutes les prémisses naturelles sont aussi dans une certaine mesure le fruit d'une théorie, et que toutes les prémisses sociales sont dans une autre mesure découvertes. On y reviendra plus tard dans le deuxième épisode de cette vidéo, dans la deuxième partie de ce podcast, qui sera dans une autre vidéo. Cependant, maintenant, on peut se poser une question intéressante, qui est celle de la découverte de la prémisse naturelle. Ou plutôt, comment découvre-t-on des prémisses naturelles ? Comment le scientifique fait-il pour découvrir des lois de l'univers, des lois de la nature ? Et dans loi de l'univers, on remarque bien que le terme loi s'apparente à règle, et de l'univers au champ d'application de ces règles. Donc en fait, les prémisses naturelles seraient des règles d'application universelle, des règles exactes qui permettraient à la démonstration syllogistique d'atteindre des vérités absolues. Alors, la science moderne a développé une méthode structurée pour découvrir ces prémisses naturelles. C'est la méthode dite empirique ou hypothético-déductive qui a été théorisée ou découverte, je vous laisse le choix de l'adjectif, par le scientifique et philosophe français Blaise Pascal. Alors, vous connaissez sûrement cette méthode, car elle se divise en 3 étapes très connues, l'observation, l'hypothèse et l'expérience. Néanmoins, on va revenir en détail sur ces étapes pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette méthode pascalienne. Alors, ces 3 étapes. L'observation, c'est l'observation concrètement d'une prémisse, d'une loi de l'univers. En effet, le scientifique observe un phénomène, le scientifique fait l'observation d'un phénomène ou l'observation d'une règle pour en connaître le référentiel d'application. Dans l'hypothèse, deuxième étape du raisonnement, le scientifique suppose le référentiel d'application de cette règle. Il théorise un référentiel d'application qui, selon lui, pourrait être l'un des champs, l'une des conditions d'application de la règle ou du phénomène qu'il a observé. On voit bien avec cette méthode de Pascal que les affirmations d'Aristote sur la méthode scientifique, Aristote qui a théorisé le syllogisme, on le rappelle, sont en lien avec cette méthode de Pascal, car Aristote disait déjà à l'époque « L'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit ». On voit bien que cette deuxième étape de cette citation, le savant doute, renvoie à l'hypothèse à travers laquelle le savant doute de l'hypothèse justement qu'il suppose. Il doute de ses suppositions, afin de vérifier son hypothèse dans la conclusion. C'est donc dans cette deuxième étape qu'il suppose les conditions d'application du phénomène observé. Il va vérifier l'application en fait du phénomène à son hypothèse, c'est-à-dire l'application du phénomène au référentiel qu'il suppose vrai. En ce sens, l'expérience, c'est la démonstration ou la non-démonstration de l'application du principe observé au référentiel supposé. Pour mieux comprendre, on va traduire cette méthode pascalienne avec l'exemple de la gravité. Première étape, l'observation. Newton observe la pomme tombée, ou encore il observe la Lune qui est en orbite. Donc la règle observée, c'est la pomme qui tombe ou la Lune qui est en orbite. Dans l'hypothèse, Newton suppose que chaque corps s'attire, et accessoirement que les plus gros attirent plus. C'est-à-dire, il suppose la gravité. Plus qu'un référentiel, que va supposer Newton, c'est qu'il va supposer non pas son champ d'application, qui est le référentiel, mais aussi ses conditions d'application. Comment est-ce qu'il fait cette supposition ? Et bien c'est simple, il l'a fait avec la célèbre équation F égale G fois M1 fois M2 sur R2,
qui veut dire la force gravitationnelle est égale à la constante gravitationnelle multipliée par la masse du premier objet par la masse du deuxième objet sur la distance entre les centres des deux masses, au carré. Donc cette hypothèse, c'est-à-dire cette formule mathématique, suggérée par Isaac Newton, selon ses suppositions, expliquerait les observations qu'il a faites, vont être expérimentées. Non pas dans une expérience empirique comme dans la méthode de Pascal, mais par des expériences mathématiques. En effet, il va soumettre l'orbite de la Lune, les lois de Kepler et la pomme qui tombe à son équation mathématique et au calcul mathématique. Et les conclusions de Newton sont que G, la constante gravitationnelle, est toujours la même dans chacun de ces exemples. Ainsi, on observe encore une fois les trois étapes pascaliennes, celle de l'observation, celle de l'hypothèse et celle de l'expérience, dans l'exemple de la loi gravitationnelle d'Isaac Newton. Cependant, la méthode de Pascal, bien qu'elle semble pouvoir déceler des principes universels, des véritables lois de la nature, elle a elle aussi ses limites. Et elle en a deux principales qui nous aident à percevoir quelles sont les limites de la raison dans l'atteinte de la vérité et qui nous aident à y voir plus clair sur pourquoi Newton n'a pas véritablement, ou en tout cas n'a pas infailliblement, démontré la gravité. La première limite, c'est l'infinité théorique d'hypothèses par lesquelles le savant peut passer avant de trouver la bonne hypothèse. En effet, Newton aurait pu faire une infinité de suppositions fausses avant de trouver la supposition bonne, qui est force gravitationnelle égale constante gravitationnelle, multipliée par la masse du premier objet fois la masse du deuxième objet, divisé par la distance entre le centre de ces deux masses, mise au carré. Donc Newton, en fait, il aurait pu faire une infinité de suppositions fausses avant de trouver la bonne, comme par exemple, tous les objets tombent. Ça aurait pu lui paraître logique, sans faire le parallèle avec l'orbite de la Lune, en observant la pomme qui tombe, que tous les objets tombent. Et alors là, Newton aurait pu faire une succession infiniment grande d'hypothèses mathématiques pour expliquer ces observations, sans que ces hypothèses ne soient jamais vraies, car ces observations n'auraient pas été pertinentes. Et c'est là qu'on arrive sur la deuxième transition, c'est qu'il lui a fallu une nouvelle observation, il lui a fallu l'observation de l'orbite de la Lune à Newton pour pouvoir supposer une hypothèse pertinente. Dès lors, une nouvelle observation pourrait remettre en cause sa thèse. N'ayant pas vérifié son équation à tous les corps qui constituent l'univers, car on s'entend, c'est physiquement impossible, Newton ne peut pas vérifier son équation de façon universelle. Et il est théoriquement possible qu'un corps quelconque de l'univers puisse déroger à l'équation gravitationnelle de Newton. Ainsi, Newton ne peut pas démontrer que sa prémisse est d'application universelle. Donc, on s'entend bien, sa prémisse, c'est la gravité. Il y a d'ailleurs, depuis quelques années, depuis presque un siècle, de nombreuses découvertes scientifiques récentes qui ne remettent pas en cause drastiquement la démonstration de Newton, mais qui mettent le doute à la communauté scientifique, tant l'équation gravitationnelle de Newton ne s'applique pas parfaitement à ces corps de l'univers. Parmi eux, on peut en citer trois très connus, les particules quantiques qui réagissent différemment à la gravité, tout comme la matière noire ou encore les trous de verre. Je vous laisse faire vos recherches pour les férus de physique et de sciences pour vérifier à quel point ces corps de l'univers et ces types de particules et de matière remettent en question ou en tout cas perturbent les équations gravitationnelles d'Isaac Newton. Cependant, on peut quand même en conclure, indépendamment de cela, qu'il est presque impossible de découvrir une prémisse naturelle tout en s'assurant de son application universelle. Car en effet, les conditions de vérification de l'application universelle d'une prémisse dite naturelle seraient d'abord de trouver l'hypothèse qui démontre l'application particulière du ou des principes observés. Donc pour Newton, la gravité démontre le mouvement des corps particuliers qu'il observe. Et la deuxième condition qui, elle, paraît encore plus complexe, bien que théoriquement possible, c'est l'assurance que cette hypothèse démontrée démontre aussi l'application du principe observé à l'ensemble des corps de l'univers, c'est-à-dire qu'elle s'applique de façon universelle. Bon, on note que c'est pas impossible de vérifier une hypothèse particulière à l'ensemble des corps de l'univers. On voit que les avancées en IA et en physique quantique, notamment avec l'ordinateur quantique, peuvent permettre une puissance de calcul et une puissance d'analyse exponentielle et donc presque infinie. On note aussi que, bien que la théorie d'Isaac Newton ne soit pas grandement remise en cause, si on oublie les exemples que j'ai cités précédemment, c'est pas parce que cette hypothèse de la gravité, de l'équation gravitationnelle de Newton, est vérifiée par toutes les expériences qu'on en fait,
qu'elle vérifie toutes les expériences qu'on peut en faire. Et c'est la deuxième limite, c'est qu'en fait, on pourra toujours observer un nouveau corps, on peut toujours imaginer un nouveau corps ou une nouvelle expérience dans laquelle l'hypothèse de l'équation gravitationnelle ne s'applique pas, ou en tout cas s'applique différemment, et c'est l'exemple des particules quantiques que l'on a déjà cité tout à l'heure. Ainsi, bien que Newton peut se vanter d'avoir démontré l'application de la gravité à l'ensemble des corps que l'humain connaît, Newton ne peut se vanter d'avoir démontré l'application universelle de la gravité. Donc on voit bien que les prémices dites naturelles qui émanent des sciences dures et de la méthode de Pascal peuvent théoriquement amener à des prémices qui contiennent des règles exactes et d'application universelle. Cependant, nous venons de voir la difficulté pratique qui entoure le savant lorsqu'il va essayer de s'assurer que sa règle est exacte ou alors qu'elle est d'application et de référentiel universel. Ainsi, Newton ne peut se vanter d'avoir démontré l'application universelle de la gravité. Néanmoins, les prémices naturelles peuvent cependant, quant à elles, se vanter d'être possiblement à l'origine d'un syllogisme qui démontrerait des vérités absolues. Comme on le disait, on va revenir rapidement sur les deuxièmes types de prémices. Les prémices dites sociales, qui sont des règles et des principes qui sont théorisés par l'homme dans un contexte social particulier, ou avec l'exemple de la loi de l'offre et de la demande. On appelle ça des prémices sociales parce que c'est des prémices qui ne sont pas relatives aux sciences dures, mais aux sciences dites molles, de façon un peu maladroite. On va prendre un exemple très très parlant qui est la loi de l'offre et de la demande, théorisée par Adam Smith. Donc qui s'oppose aux lois naturelles découvertes par le scientifique, car c'est bel et bien une loi qui a été théorisée par un économiste, philosophe, qui est Adam Smith. Et donc, deux postulats s'opposent face à ces prémices sociales. Et le deuxième sera d'ailleurs analysé dans la partie 2 de cette vidéo. Mais le premier postulat qu'on peut aborder, qui est le plus frappant, c'est que les prémices sociales sont toutes fausses. Pourquoi ? Parce que d'une part, elles sont cantonnées à un référentiel particulier, c'est-à-dire la société dans laquelle l'homme qui la théorise vit. Donc en l'occurrence, pour Adam Smith, c'est l'époque dans laquelle il vit et le pays dans lequel il vit, qui vont conditionner ces lois de l'offre et la demande. Adam Smith est un anglo-saxon, imprégné par des idées des Lumières, libéral. C'est pour ça que la première limite des prémices dites sociales, c'est la tâche culturelle de l'auteur de ces prémices, de celui qui va théoriser ces règles. Pour prendre un autre exemple, dans un pays qui applique un communisme radical, au sens de Karl Marx, eh bien, les lois de l'offre et de la demande d'Adam Smith, au sens que leur donne Adam Smith, n'existent pas. Ce qui démontre bien le caractère particulier de ces prémices, au-delà du fait qu'elles soient particulières parce que l'auteur a une attache à un pays, à un espace, à une époque particulière, elles sont aussi d'application et de référentiel particulières, parce que tout simplement, parfois, elles ne peuvent coexister avec d'autres cultures ou avec d'autres époques. Deuxième limite qui va dans le sens de ce premier postulat, c'est l'inexactitude de ces prémices. D'une part, qui vient de la particularité dont on parlait et de la tâche sociétale, et d'autre part, qui vient de la difficulté qu'on abordera dans la deuxième vidéo, parce qu'elle va être nuancée dans le deuxième postulat, cette difficulté, mais de la difficulté qu'a l'homme à théoriser des vérités, tant attaché à son opinion personnelle, et même à son attache culturelle et sociétale. La prémisse sociale théorisée par un économiste, un philosophe, un savant du droit, un littéraire, tout ce que vous voulez, eh ben, ce sera une prémisse qui sera toujours très loin de la vérité. À moins que ces prémices ne soient pas théorisées, mais soient des prémices qui soient bel et bien découvertes. Mais ça, on verra ça dans une deuxième vidéo. En conclusion de ce premier postulat, on peut affirmer que seules les prémisses naturelles peuvent se vanter, peuvent aspirer à être vraies universelles. La démonstration rationnelle syllogistique ne peut démontrer des vérités absolues que depuis des prémices naturelles, et encore c'est en oubliant les nombreuses limites qui s'appliquent à la découverte de ces prémices naturelles. Ainsi, la raison peut théoriquement démontrer la vérité absolue, mais techniquement, Newton n'a pas démontré de façon absolue et universelle la gravité. On nuancera le propos en deuxième vidéo, comme on l'a dit. Sur ce, merci de m'avoir écouté pour ce premier podcast, ce premier épisode sur cette chaîne YouTube qui se demandait dans quelle mesure la raison peut-elle démontrer la vérité à travers et sous le prisme de l'exemple de la loi universelle de la gravité théorisée par Isaac Newton.